De l'Afghanistan d'où elle est originaire, la gourgane a fait du chemin depuis 9000 ans. Elle serait même l'une des plus vieilles plantes cultivées par l'homme depuis la préhistoire. Cette légumineuse s'implanta dans les pratiques maraîchères des Français qui l'apportèrent d'Europe lors de la colonisation. Elle se trouvait apparemment en 1617 dans le jardin de Louis Hébert, premier colon de la Nouvelle-France. Dans Charlevoix, la gourgane, aussi appelée grosse fève, s'est enracinée dans le terroir depuis cette époque, alors qu'elle est pratiquement disparue des autres régions du Québec. Pour M. Édouard Tremblay, producteur maraîcher de la Malbaie, la gourgane trouve une place de choix dans ses jardins, par goût et par tradition. Ah, les gourganes, il y en a, oui. Nous autres, le téléphone commence à sonner, là, oui, bien souvent, le kiosque n'est pas ouvert encore, là, puis là, le monde s'informe quand est-ce qu'il va ouvrir, puis quand est-ce que les gourganes s'en viennent. Parce que le monde de Charlevoix, là, c'est un monde, ça, qui sont venus, là, les gourganes, ils étaient là dans Charlevoix, là, quand le monde sont arrivés. Et parce que la gourgane, là, nous autres ici, là, ça part de Charlevoix. Puis après ça, si je me rappelle bien, dans le temps que mon père me comptait, qu'il y avait 21 ou 23 personnes qui étaient parties d'ici, de Charlevoix, pour s'en aller vers le Saguenay, pour défricher le Saguenay, pour s'en aller vivre là. Je pense que c'est 21 personnes qui étaient parties d'ici. Et puis là, j'imagine que quand ils ont parti, là, ils se sont emmenés des graines de gourgane pour pouvoir se semer des gourganes. Parce qu'ils savaient que de la bonne soupe là, aux gourganes, il fallait pas qu'ils oublient ça. Puis ma connaissance, moi, quand on parle des gourganes, là, on s'en va pas envers Montréal, là. Parce que si c'est des gens de Montréal qui viennent chercher la soupe aux gourganes ici, là, c'est des gens qui partent d'ici, puis qui ont connu la soupe aux gourganes, puis qui viennent ici. Bien souvent, moi, j'ai des gens même d'Ottawa qui m'appellent, puis qui me disent « Edouard, là, faut que tu t'organises pour m'envoyer une poche de gourganes par autobus. » Parce que c'est des gens qui, ici, qui ont connu la soupe aux gourganes, puis ils savent que dans ce coin-là, ils n'en cultivent pas. Ça fait qu'eux autres, il faut qu'ils reviennent chercher des gourganes dans Charlevoix. À une époque où les 1000 petits riens du quotidien permettaient l'autosuffisance des familles nombreuses, la gourgane était ce légume qui soulageait les privations alimentaires d'antan. Dans les jardins d'autrefois, on pouvait retrouver, autre que la gourgane, des choux-de-siam, des betteraves, des oignons, des choux, des pommes de terre, des carottes, de la laitue. La terre était, avec le fleuve Saint-Laurent et la forêt, l'un des gardes-manger qui permit à nos ancêtres de survivre. Fait que moi, j'ai appris mon métier. Je suis venu au monde que je mets dans le jardin, moi. Je vais vous dire bien franchement, je pense à ça. On va partir quasiment de ôter notre couche, puis on va commencer à se traîner dans le jardin. Puis on va faire des légumes depuis ce temps-là. Puis moi, je me rappelle pas d'avoir arrêté de travailler. J'ai toujours fait des légumes. Mon père a fait ça tout le temps. Puis à un moment donné, il en est venu que là, je me suis marié. Puis là, j'avais dit au père, j'ai dit, moi, ça va me prendre un salaire. J'avais demandé 50 pièces par semaine, puis il n'avait pas voulu. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, je te donnerai 35 pièces par semaine. Puis il dit, je te donnerai, il dit, le logement qui est au côté là. Il y avait deux logements dans cette maison-là. Ça fait que finalement, on ne s'est pas trop entendu là-dessus. Ça fait que là, il en est venu à s'entendre que là, il allait prendre sa retraite, puis il avait préféré à me vendre à la place. Ça fait que là, il m'a vendu la ferme, j'avais peut-être bien 25-30 ans, quelque chose comme ça. Puis là, c'est ça, nous autres, on avait une bonne base, parce que le pire, il nous a tellement montré comment... La terre, pour lui, le pire, c'était comme moi, c'était sacré. Puis quand on voit toute là, la nature, tout ce qu'elle peut nous apporter, qu'on est attentif, là, je pense que notre récompense, on l'a. On l'a de voir pousser, puis fleurir, là, on voit la richesse qu'il y a dans ça, là, puis
je pense qu'on est comblé. Puis le matin, là, c'est le plus beau de la journée. C'est quand le soleil est excellé, vous voyez lever le soleil, la fraîcheur qu'il y a, la rosée qui est tombée la nuit. Là, vous pouvez voir la rosée, toute la richesse qu'il peut y avoir dans la rosée du matin. C'est extraordinaire. Moi, je dirais la gourgane, il faut que tu la mettes dans de la bonne terre, dans une terre solide. Nous autres, chez nous, ici, là, nous autres, dans Charlevoix, là, moi, je reste à Malbaie, là, nous autres, on est sur un plateau de terre glaiseuse. Puis la gourgane, là, c'est une terre idéale, parce que c'est une terre qui garde l'eau longtemps. Puis c'est ça, là, elle peut endurer de la sécheresse, même si il ne pleut pas. Des fois, elle peut tout faire sa saison, là, sans avoir disons, d'un petit orage de temps en temps, là. Mais elle magane moins. Parce que si tu sèmes dans un terrain sablonneux, là, la minute que tu vas avoir de la sécheresse, là elle ne fera pas ta gourgane. Tu vas t'apercevoir qu'elle va faner. Et puis là, tu vas avoir des problèmes, il n'y aura pas grand-chose. Parce que la gourgane, je pense que c'est une plante qui aime la fraîcheur. Puis l'humidité. On peut la semer le plus de bonheur possible. Puis surtout, ben, si on veut bien réussir, il faut s'assurer qu'on a une graine de qualité, là. Hein? Si tu fais tes graines toi-même, puis qu'ils ont du moisi après, ça sera peut-être pas chanceux, là. Quand elle commence à tacher là, un peu, ou qu'on dirait qu'elle commence à rouiller un peu, là, à ce moment-là, ça veut dire que ta gourgane, là, est à sa maturité, là. Là, il faut que tu la ramasses, ou bien, si tu veux la garder pour la semence, là, ta laisse, elle va continuer là, à mûrir, à noircir. Elle va venir jusqu'à temps qu'elle soit bien sec. Puis c'est à ce moment-là que si tu veux faire de la gourgane pour la semence, là tu peux te ramasser ta gourgane, là, puis là, elle est mature, puis tu es garanti qu'elle va lever ta gourgane l'année prochaine. Puis quand tu sèmes ta gourgane aussi, là, il faut que tu laisses assez d'espace dans ton rang. Comme moi, je préfère mettre une gourgane, disons, environ à toutes les 4 pouces. Puis après ça, je fais mes rangs 36 pouces de large. Parce que la gourgane, c'est comme une autre plante, elle a besoin que la lumière traverse. C'est qu'il y a de la clarté, le soleil, c'est important, ça. De la minute que tu vois que tes gourganes là, commencent à fleurir, là, tu peux dire que dans 15 jours, tu vas être proche à ramasser. Même tu peux commencer dans 15 jours. Là, des fois, je conseille aux gens, là, moi, de faire une première soupe avec des jeunes gourganes, puis de les couper comme des fèves, garder la côte. Puis ça fait une très bonne soupe. Puis à ce moment-là, la côte de la gourgane, là, elle est comme une fève, elle est tendre. La gourgane, là, les premières gourganes qui sont à casser, disons, les 3-4 gourganes du pied, là, en bas, ça, c'est les gourganes que tu peux casser en premier. Parce que plus tu montes, plus la gourgane est petite. Ça fait que si tu ramasses toutes les gourganes du même pied en même temps, là, tu vas arriver avec des gourganes qui n'ont rien dedans. Parce que les 3... Nous autres, quand on commence, puis on veut commencer de bonne heure, puis on a honte, les gens veulent avoir de la soupe aux gourganes, là, bien là, on commence à vérifier, là, puis on dit, bon, ben là, il y en aurait 2-3 dans le pied qui pourraient être bonnes, là, pas tous les pieds. Mais là, on le voit, on met la main dessus, puis s'il y a moyennement dû, on dit, ah, ça, c'est bon. Mais quand ça fait 15 jours de ça, là tu arrives, là, puis tu descends les pieds comme ça, là, des fois, il peut y avoir 10-15 gourganes, là, puis là, ils sont tout prêts. Mais au début, c'est plus délicat. Il faut y aller plus tranquillement, puis bien s'assurer que la gourgane est ferme dedans. Là. Bien qu'elle fût souvent associée à des éléments négatifs, puisqu'elle servit de nourriture pour les prisonniers et de denrées pour les traversées périlleuses de l'Atlantique, cette mal-aimée a pourtant survécu à toutes les révolutions culinaires qu'a connues la région, dont celle de l'arrivée de la pomme de terre qui freina sa culture partout ailleurs au Québec. Certains auront un air de dédain en entendant son nom. D'autres auront déjà un avant-goût d'un mets dont la recette est aussi variée qu'il existe de familles. La traditionnelle soupe aux gourganes et au lard salé.
Moi, selon moi, là, je regarde ma femme là, qui a fait de la soupe. Là, ben, moi, je me risquerais. Là, premièrement, là, elle emplit son chaudron d'eau. Là. Après ça, là, elle met un carreau de lard. Puis le lard, là, elle prend un morceau de lard qu'on appelle du lard entrelardé. Là, tu sais qu'il y a des filets de viande dedans. Puis là, elle met tout ça, elle, en petits carreaux dedans. Puis là, en plus, elle rajoute là, un beau gigot de viande dans le bas de la... disons, dans le bas de la pâte, là. Tu sais, là, parce que là, il faut qu'elle mette l'os avec la viande dedans. Puis la viande dans le bas de la pâte, là, on dirait que c'est spécial. Là. Ça donne, avec l'os, ça donne un goût. Ça, c'est bien important. Puis après ça, ben là, faut pas t'oublier de mettre des gourganes. Là. Les gourganes, il faut que tu en mettes dans le chaudron, parce que c'est les gourganes, c'est eux autres qui vont probablement donner le meilleur goût. Puis là, t'as pas fini, là, les gourganes. Le beurre, c'est bien important. Mais après ça, là tu t'en vas avec tous des petits légumes frais, là. Tu t'en vas avec des belles fèves vertes, des fèves jaunes, tu haches tout ça en petits bouts. Après ça, tu mets des carottes fraîches. Puis là, faut pas que tu oublies qu'il faut que tu mettes le persil, la sarriette. Ça, c'est bien important. Puis après ça, il y en a qui mettent une cuillerée des herbes salées, qu'on appelle, là. Tu sais, ils préparent ça l'été, là, ils mettent surtout des tuyaux d'oignon, du persil, de la sarriette, du poireau aussi, j'entends dire. Puis là, ils font comme une saumure avec ça, là, ils mettent ça dans des pots. Puis là, plutôt d'ajouter un peu de sel, un peu de poivre, ben, les autres, là, ils mettent une cuillerée à soupe, disons, de ce produit-là salé, là, qui comprend tout. Il y a le sel, puis l'oignon, puis ces bébelles là-dedans. Ça, c'est bien important. Puis je pense que quand tu te lâches avec ça, là, t'es pas mal sûr que tu manqueras pas ta soupe. Puis là, à faire bouillir ça, je pense bien... ça doit être au moins, je pense bien, une coupelle d'heure. Une coupelle d'heure, là, puis là, ta soupe, là, quand tu y goûtes, là, la première journée, là, elle n'a pas son goût, là, au maximum, là. Elle est bonne, là. Puis ta soupe, là, il faut qu'elle devienne quasiment brune, là, tu sais, foncée. Puis quand elle a reposé une nuit, là, ta soupe, là, le lendemain, là, c'est plus la même soupe. Elle est tellement bonne là, que l'assiette, là, elle n'a jamais mis assez dedans. La soupe aux gourganes, moi, je connais pas meilleur légumes puis meilleur repas que quand il y a une soupe aux gourganes sur la table. En se promenant dans les rangs de Charlevoix, on peut souvent remarquer des caveaux à légumes dans les butons. Ces réfrigérateurs souterrains, héritage de l'ingéniosité d'antan, permettaient d'entreposer des légumes et des fruits tout au long de l'année. Apparus au 19e siècle au Québec, on y entassait les récoltes estivales en guise de réserve pour les longs hivers. Dans ce temps-là, la majorité des agriculteurs là, avaient le caveau pour conserver le légume l'hiver. Parce que là, c'était important. L'hiver, là, les gens, il fallait qu'ils pensent que durant l'été, là, tout ce qu'ils pouvaient ramasser, puis qu'ils pouvaient conserver l'hiver, là, il fallait qu'ils trouvent un endroit pour pas que ça gèle. Ça fait que là, ils creusaient des caveaux, ils creusaient des trous dans la terre, mettons. Ils pouvaient creuser ça peut-être bien 10 pieds de profond, là. Parce qu'il fallait qu'ils rajoutent, quand il était creusé, il fallait toujours qu'ils se gardent 6-7 pieds de hauteur en dedans. Fait que là, ils rajoutaient encore par-dessus, là. Ils mettaient tous les murs, là, ils montaient ça tout avec de la belle roche bien égale. Là. Mettons qu'ils se faisaient des caveaux peut-être bien 10-12 pieds carrés, ou plus, moins large, moins grand aussi. Mais là, ils montaient tout ça avec de la pierre, puis le dessus, là, on couvrait ça assez souvent avec des gros poteaux de cèdre, là, parce que le cèdre, ça pourrissait moins vite. Fait que là, ils mettaient du cèdre, puis ils mettaient des écorces sur le dessus, puis là, ils remettaient de la terre. Ils mettaient des fois 2 pieds de terre par-dessus. Puis il y a des gens, là, ils rebâtissaient une petite cabane par-dessus, là, pour abrier, là. Fait que quand ils rentraient, parce que bien souvent, là, les gens, là, la porte, là, c'était complètement sur le dessus, là. Il fallait qu'ils descendent avec une échelle, puis qu'ils montent le légume avec un palan, avec une chaudière ou un sac, là, puis ils montaient ça avec un palan sur le bord. C'était compliqué dans ce temps-là, là. C'était quasiment la survie, là.
Moi, de ma connaissance, là, mon père, là, sa mère, il avait donné un morceau de terre qui était sur la terre, qui se trouve aux côtés, parce que c'est ça, ici, on a racheté ça. Moi, la terre que je suis là présentement, là, j'avais 14 ans quand on a racheté ça. Mais avant, là, mon père, il avait obtenu d'héritage de sa mère quand il s'est marié. Je pense qu'il avait donné un morceau de terre d'environ, je dirais peut-être 2 arpents de terre. Puis mon père, lui, il avait toujours travaillé sur la ferme que je suis là. C'était des Dufour qui avaient, c'était des nommés Stanislas Dufour. Puis ces gens-là, eux autres, ils ont toujours fait la culture maraîchère. Et eux autres, ils cultivaient toujours des légumes. Puis ils fournissaient le manoir Richelieu. Le manoir Richelieu, c'était la plus grosse hôtel qu'il y avait bâti ici, à Pointe-au-Pic, là. Puis eux autres, les gens là, qui travaillaient pour eux autres, ils accalaient les petits pois à la main, les fèves toutes coupées en petits bouts. Ils allaient livrer ça avec des chevaux dans ce temps-là au manoir Richelieu, qui était à environ à peu près 3 km d'ici. Puis mon père, il travaillait pour eux autres, ces gens-là. Il travaillait pour 50 cents par jour. Moi, mes enfants, j'en ai un là, qui est vraiment, lui, il était comme moi, lui, il aimait la terre. Puis lui, je savais qu'il allait avoir quelque chose à faire avec. Puis je pense qu'il est plus minutieux que moi, lui, pour la terre. Il va être encore meilleur que moi. Puis là, j'ai 2 petits-fils, là, qui ont de 22, 23 ans, ils sont dans ces âges-là, là. Ils vont être encore meilleurs, parce qu'eux autres, ils sont plus perfectionnistes que moi. Puis ils ont été à l'école aussi, eux autres. Ils ont eu la chance d'aller à l'école, ils ont été à la Pocatière, ils ont suivi des cours. Ils ont une bonne base, eux autres. Et ils n'ont pas l'expérience que j'ai, là, mais tantôt, ils vont l'avoir, ils vont être meilleurs que moi. Puis je les regarde travailler, là, puis ça travaille d'une nuit à l'autre. Puis là, on fait des foins, ils font des foins au travers de ça, là, on fait les légumes, puis les foins, puis tout arrive en même temps, le cavrois patate, tout arrive en même temps. Puis on vient à bout, là, regarde, là, où j'ai 2 petits-fils, mon garçon, sa femme aussi travaille dans ça. Puis moi, je travaille dans ça. Puis on réussit à... Là, on a peut-être bien une couple d'employés qui nous donnent quelques heures au kiosque à légumes. Mais on réussit à tout faire, ce jardinage-là, notre petite gang ensemble. C'est ça, les traces, je les ai pris de mon père, parce que mon père, c'était un amoureux de la terre. Puis moi, j'ai à peu près le même sentiment qu'eux autres. C'est quand je vois de la belle terre, puis je la prends dans mes mains, là, puis je me dis, il y a de la richesse dans ça. Puis la terre, c'est ça qui nous fait vivre, la terre. La terre, c'est pas fait pour être pilacée, puis être brisée, puis c'est fait pour c'est fait pour être cultivé, être brassé, puis être aimé, la terre. Parce que si on veut avoir de quoi du rendement d'elle, il faut l'aimer. Puis il faut la connaître. Parce qu'une terre, c'est pas fait pour être pilacée. Si tu pilaces, il ne pousse rien dedans. Une terre, il faut que ça s'est aéré, il faut que ça s'est engraissé. Puis il faut que ça s'est travaillé. C'est ça, c'est comme un bouquet de fleurs. Si tu l'aimes, tu vas en avoir soin. Tu vas l'arroser, tu vas l'arranger, puis tu vas mettre de l'engrais. Puis il faut que ça s'est plein d'amour. S'il n'y a pas ça dedans, tu ne réussiras pas.